Le plaisir d'accueillir, à l'issue de sa visite d'État au Maroc, le président de la République française, M. Emmanuel Macron. Une visite dense, une visite riche en symboles et qui ouvre de nouveaux horizons pour les deux pays. Monsieur le Président, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et bonjour. Nous arrivons donc au terme de cette visite. Il était attendu qu'elle ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire de la relation entre le Maroc et la France. Et hier, lors de votre discours au Parlement, vous avez utilisé à maintes reprises les formules de communauté de destin, d'avenir commun et surtout de livre commun à écrire dans l'histoire de ces relations. Oui, merci beaucoup d'être là et de me permettre ce moment. J'ai parlé de communauté de destin parce que j'ai parlé de passé et d'avenir. Et je crois que c'était important de rappeler l'histoire si singulière qui est la nôtre, avec justement toutes ces pages. Et quand avec Sa Majesté le Roi, nous avons signé le partenariat renforcé ensemble dans son bureau, et je lui ai dit, nous écrivons une nouvelle page. Et il m'a repris, avec beaucoup de gravité, de sens du moment. Il m'a dit, non, je crois que nous écrivons un nouveau livre. Et cette formule lui revient. Et donc je l'ai reprise le lendemain devant le Parlement, en disant oui, on écrit un nouveau livre. Et je l'espère pour les 25 années à venir et au-delà. Et ce nouveau livre, c'est celui d'une confiance éprouvée par ce que nous avons vécu ensemble. Je dirais d'un temps, d'une relation entre des amis profonds qui savent exactement d'où ils viennent et où ils veulent aller, avec beaucoup de respect, de compréhension. Sur le volet économique, Monsieur le Président, de nombreux accords ont été signés dans les secteurs identifiés comme stratégiques par Paris et Rabat, auxquels vous souhaitez apporter une attention particulière, un effort plus important. Comment est-ce que cela va se traduire ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de contrats, d'accords qui ont été signés, d'ailleurs gouvernementaux comme privés. Avec Sa Majesté le Roi, nous avons assisté à 22 signatures d'accords. Il y avait une délégation exceptionnelle d'entreprises. J'ai été conclure le forum hier. Il y a à nouveau beaucoup d'accords qui ont été signés. Et pour moi, ils sont d'abord le témoignage d'une confiance. La France est le premier partenaire et investisseur au Maroc. Et nous avons aussi, c'est le premier pays de l'Agence française de développement. Donc il y a ce lien, cette force historique. Mais il y a une confiance renouvelée qui s'est manifestée et qui, je crois, nous oblige. Quand, sur les projets de dessalement des eaux qui sont si importants avant les échéances de 2030, on fait confiance à une entreprise française comme Veolia, ça oblige du résultat. Quand à nouveau, c'est Alstom et la France qui est choisie pour produire les TGV, le transport, ce qui permettra de lier vraiment nord et sud du pays, c'est un moment très important. Et donc pour moi, c'est aussi une exigence vis-à-vis de nos entreprises. Cette confiance, on doit être au rendez-vous en termes de temps, de qualité. Ensuite, on a conçu, et nos entrepreneurs ont inventé cette formule, on fait et on conçoit avec le Maroc. Et donc il y a aussi une relation, je crois, qui est beaucoup plus mature économiquement, qui est de dire, c'est pas simplement une relation d'un client. Non, on va concevoir ensemble les solutions, on les fait ensemble. Et d'ailleurs, la France justement, c'est une nouvelle approche. Embauche beaucoup aussi au Maroc. Nos entreprises embauchent beaucoup ici. Et puis, je crois aussi qu'il y a beaucoup de choses qui rééquilibrent la relation dans l'esprit de gens qui peut-être avaient une vision datée. C'est qu'on a un besoin réciproque et on a une possibilité de réussir ensemble nos défis. Je veux juste prendre un seul exemple pour ne pas être trop long, c'est l'énergie. La France a un modèle nucléaire. On a une énergie qui est donc très pilotable, peu carbonée, même très décarbonée. On a moins de renouvelables, on est en train de le développer. Le Maroc est un des grands producteurs et sera encore plus un producteur mondial de renouvelables. Feu Sa Majesté le Roi Hassan II avait lancé vraiment déjà une grande stratégie sur les barrages hydroélectriques. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a une politique très volontariste en matière d'éolien et de solaire. Eh bien ça, c'est aussi ce qui peut nous faire gagner réciproquement, c'est-à-dire faire du Maroc un grand partenaire de la décarbonation de notre économie et permettre de créer de la richesse et de la valeur ici et d'en créer aussi en France et en Europe. Et je crois que ce qu'on a signé en matière d'hydrogène vert ou d'électricité participe aussi de cette stratégie. Et puis enfin, moi je regarde le monde tel qu'il est. On a vu avec le Covid, avec la guerre,
Il y a une fragmentation du monde. Quand les choses vont mal, tout se ferme. Et je crois que la confiance qui est la nôtre, la force aussi de ce nouveau livre, de ce partenariat renforcé, c'est la meilleure intégration de nos chaînes de valeur. C'est-à-dire on produit ensemble. Et ce qui fait qu'en quelque sorte, on bâtit une indépendance de part et d'autre de la Méditerranée par rapport aux autres grands blocs. Pas parce qu'on est contre, mais parce qu'on sait que quand les temps sont durs, peut-être ils peuvent se refermer. Mais nous, on sait qu'on est liés, indéfectiblement. Et on est liés d'égal à égal, c'est un terme qui est dans la partenariat. déclaration. Ce que je disais, pourquoi ? Parce que produire de manière, vous savez, ce conçu et produit avec le Maroc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est bon pour les entreprises des deux rives de la Méditerranée. Ce que je dis sur l'énergie, c'est bon des deux côtés. Et donc oui, c'est un partenariat d'égal à égal parce qu'il permet de faire réussir le Maroc et permet de faire réussir la France. Et je crois aussi qu'il fait de nos deux pays des plateformes qui font rentrer vers deux continents et avec des stratégies très cohérentes. Alors je reviens encore une fois à votre discours au Parlement. Bien sûr, il est question de tous ces investissements économiques et du nouvel élan apporté à tous ces projets. Mais il a été aussi beaucoup question d'histoire, il a été aussi question, je le disais tout à l'heure, de communauté, de destin, et vous avez aussi beaucoup parlé de l'élément humain. Alors l'élément humain, c'est évidemment la culture, c'est aussi la langue, c'est aussi l'éducation. Et lors de votre visite, une attention particulière a été accordée notamment aux étudiants. Vous en avez rencontré. Et pour vous, cette jeunesse, elle est le secret pour relever les défis qui nous attendent. Comment revivifier tous ces liens à travers cet élément humain ? D'abord, on est déjà liés et on ne part pas de rien, on ne va pas inventer tout. C'est ce qui est une chance et une force. Vous avez ici un réseau scolaire français qui est le plus grand au monde, avec celui que nous avons au Liban. Il y a plus de 50 000 élèves qui sont formés, près de 80% sont marocains. Vous avez ensuite une coopération entre nos systèmes éducatifs. On l'a encore renforcée en signant des feuilles de route communes, les ministres ensemble avant-hier devant Sa Majesté le Roi et moi-même. On a investi beaucoup dans le supérieur et je veux vraiment dire l'admiration que j'ai pour le modèle marocain d'université, d'institut de recherche et de l'université académique jusqu'à la business school. C'est impressionnant de voir vraiment l'investissement qui a été fait. Nous voulons, et nous en sommes partenaires là aussi, d'égal à égal, parce que la stratégie qui a été adoptée par le Maroc, et je crois qu'il doit inspirer toute l'Afrique, est une stratégie qui consiste à bâtir les filières ici, et ensuite à envoyer plus tard, quand ils le choisissent, des étudiants. Et ce qui fait que la première communauté estudiantine que nous avons en France étrangère est marocaine. Et ça, c'est une formidable force. Dans les accords qui ont été signés, il y en a un pour moi qui compte beaucoup. On s'est engagé à vous aider à former 1000 doctorants nouveaux dans les années à venir. Parce qu'il y a une nouvelle génération qui arrive dans le supérieur, et il va falloir aider à ce qu'ils accèdent à l'excellence en matière de recherche, mais à ce qu'ils deviennent aussi des très grands formateurs pour d'autres enseignants. Et ça, je crois que c'est un geste justement de confiance, d'engagement. Ensuite, cette jeunesse, il faut qu'elle puisse réussir ici. Nos entreprises l'embauchent, mais les entreprises marocaines et du monde entier qui investissent dans votre pays. Quand elle le choisit, il faut qu'elle puisse aller en France et étudier, chercher, entreprendre, et qu'elle puisse revenir. Et je crois aussi que ça, c'est ce partenariat, je dirais, oui, respectueux et d'égal à égal qui est important. C'est-à-dire, on ne doit pas avoir peur de cette jeunesse, elle est notre chance. Il n'y aura pas de croissance sans cette jeunesse. On ne doit pas avoir peur de cette jeunesse, on doit lui faire confiance, parce que c'est elle qui inventera et qui écrira ce livre, beaucoup plus que nous, il faut être lucide. On doit tout partager et se dire, au fond, cette jeunesse, on veut qu'elle puisse circuler sur les deux rives, mais on ne veut pas voler les talents. Et moi, j'ai été frappé, c'était dans une discussion qu'il y avait hier dans un panel, et je crois que c'était le directeur général de la Tijari Wafa Bank qui disait on veut garder les talents chez nous qui restent. Il a été acclamé par on sentait que chez les entrepreneurs. Et il a raison. Il a raison. Et donc la France va être un partenaire de cela. Donc oui, moi je crois beaucoup dans la jeunesse française et marocaine et binationale, parce qu'il y en a pas mal. La question du Sahara, Monsieur le Président, dans votre lettre adressée au roi Mohamed VI le 30 juillet dernier, lors du 25e anniversaire de l'accession au trône, vous avez affirmé que le présent et l'avenir des provinces du Sud s'inscrivaient dans le cadre de la souveraineté marocaine et que le plan d'autonomie constituait, je cite, désormais la seule base
pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée. Le souverain a répondu à votre lettre, qu'il appréciait pleinement, bien sûr, le soutien clair que votre pays apportait à la souveraineté du Maroc sur cette partie de son territoire et que le peuple marocain et les forces vives mesuraient toute l'importance de cette décision. Comment aujourd'hui traduire en actes cet engagement de la France ? C'est d'abord le traduire en s'engageant résolument, diplomatiquement aux côtés du Maroc pour qu'en effet le présent et l'avenir des provinces du Sud s'inscrivent dans la souveraineté marocaine. Et je crois que la position de la France commence à faire bouger d'autres Européens qui commençaient à infléchir leur choix. Et c'est de s'engager pour qu'en effet ce travail puisse avancer dans le cadre justement agréé par les Nations Unies et qu'il y ait ce mouvement qui puisse se faire. Et je pense que c'est vraiment un mouvement important sur le plan diplomatique, je le dis, évidemment pour le Maroc, pour notre relation bilatérale, mais pour toute la région. Et c'est pour ça que j'ai voulu le dire hier aussi au Parlement. C'est une décision que la France prend, aucunement contre qui que ce soit. Mais elle doit aider à une meilleure intégration régionale, à une meilleure stabilisation du Sahara, et partant de là aussi du Sahel. Et toute cette région a besoin de stabilité, d'un engagement, du sérieux, de la force et de la confiance, d'ailleurs, que le Maroc a eu dans ses provinces du Sud durant toutes ces années où vous avez beaucoup investi. Et le choix de Sa Majesté le roi Mohamed VI a été d'investir dans les ports, les infrastructures, les projets et de stabiliser en termes de sécurité cette région. Et je crois que les voisins en sont conscients et je voudrais que ça puisse se faire aussi dans un cadre pacifié. Donc c'est d'abord un engagement diplomatique international, c'est la conviction qu'il puisse y avoir une solution durable qui apaise toute la région et ce faisant le continent africain. Et puis c'est un engagement concret, je l'ai dit, puisqu'à la fois l'Agence française de développement et les entreprises françaises vont pas simplement continuer, mais investir plus fortement encore dans les provinces du Sud pour des projets importants qui vont au bénéfice des populations. Et donc c'est aussi un choix d'avenir, et c'est des projets qui sont importants pour le dessalement, pour l'aménagement d'infrastructures, pour les ports, pour le développement énergétique. Il y a un très grand projet, par exemple, de production de carburant vert. Enfin voilà, ce sont des choses très concrètes. Des secteurs stratégiques aussi. Alors, vous avez évoqué le fait que le Maroc était un passeur vers l'Afrique et le développement de ces provinces du Sud que vous venez d'évoquer sous leadership royal est important pour toute l'Afrique atlantique. On rappelle que l'Afrique atlantique, c'est 23 pays, c'est 70% de la population du continent, c'est 40% du commerce interafricain, c'est dire l'importance de cette zone. Et le souverain marocain a lancé l'initiative royale atlantique qui vise, en désenclavant le Sahel, et je cite son discours du 6 novembre 2023, à l'occasion de l'anniversaire de la Marche verte, qui vise à consolider la sécurité, la stabilité et la prospérité partagée dans la région. Et vous avez déclaré que vous saviez pouvoir vous inspirer de l'action du Maroc au Sahara et au Sahel. En quoi cette action et cette initiative royale sont inspirantes ? Alors cette initiative, en effet, fait partie des éléments qui permettent de désenclaver, de mieux intégrer. Je pense que l'Afrique, vous rappeliez des chiffres sur la partie atlantique, mais l'avenir du continent africain, c'est évidemment une priorité pour les Africains, mais pour les Français, pour tous les Européens. Parce que ça va être, dans les années qui viennent, les décennies qui viennent, 50% de la croissance de la population mondiale. Et donc, c'est un continent qui aura une jeunesse extraordinaire. La clé, c'est de lui donner des opportunités. Et donc, si je puis dire, sur la base du modèle que vous portez, de pouvoir tirer les systèmes éducatifs, de pouvoir ensuite avoir des modèles durables et donc créer du développement économique, stabiliser les agricultures, ce qu'on a discuté ce matin, et derrière aussi avoir un modèle écologique et numérique qui permette justement d'épouser cette modernité. Pour ce faire, le continent africain, il a besoin de désenclavement, partout. Et donc c'est pour ça que nous soutenons toujours les initiatives, par exemple, d'unité monétaire et commerciale renforcée au sein de la CEDEAO. C'est aussi pour ça qu'on a fait ce mouvement historique il y a quelques années de complètement changer la logique du monétaire de la région et permettre qu'elle s'ouvre, qu'elle crée de nouvelles devises et que ça circule. Et je pense qu'à cet égard, la vision de Sa Majesté le Roi d'ouvrir, de désenclaver les pays qui n'ont pas accès à l'océan et de leur permettre d'avoir accès à cet espace à la fois de pêche et de commerce inédit est une très bonne chose. Et je pense que ça crée de la coopération transfrontalière, de l'intégration régionale.
Mais au-delà de ça, quand j'évoquais la force du Maroc sur ces sujets, c'est une capacité d'influence politique, c'est une crédibilité sécuritaire, et c'est aussi une influence culturelle, religieuse, qui, je le crois, peut jouer un rôle très important dans le Sahel, dans la région du Golfe de Guinée, compte tenu de l'histoire, compte tenu de la profondeur historique et de la légitimité du régime. Et je crois vraiment que c'est un point important. Et je le dis aussi parce que dans la manière que je veux que nous ayons d'appréhender le continent africain, c'est aussi un partenariat d'égal à égal, et le faire avec des pays en qui nous avons confiance et qui ont confiance en nous, c'est une manière de complètement repenser la relation à tout le continent africain. Et c'est ça ce que je veux faire. Alors, autre dossier qui nous lie, la gestion des flux migratoires. Vous avez donné beaucoup d'espoir en parlant de la construction d'un agenda global dans ce domaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, c'est simple. Vous savez, sur ces sujets qui sont si complexes et si intimes, parce que je sais ce qu'ils représentent pour beaucoup de familles, en particulier des familles qui vivent d'un côté l'autre de la Méditerranée, qui ont leurs enfants qui étudient, une partie de la famille en France, l'autre au Maroc. C'est des sujets qui sont sensibles, intimissimes, familiaux. Et si on a des idées qui sont trop rapides et frustres, en fait, on blesse tout le monde et on n'est pas efficace. Nous avons confiance dans le Royaume du Maroc, son fonctionnement, et je crois qu'il y a une confiance réciproque. Et donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut que la relation entre nos deux pays et plus largement la Méditerranée que nous avons en partage soit un espace maîtrisé. C'est-à-dire un espace où on lutte contre les trafics, mais un espace où on permet aux femmes et aux hommes qui font notre avenir et notre croissance de circuler. Et c'est ça. Et donc, ce que nous allons faire ensemble, renforcer, parce qu'il y a déjà eu plusieurs initiatives, et là où nous avons besoin d'un partenariat encore plus fort, et c'est au cœur de ce partenariat renouvelé, c'est la lutte contre l'immigration clandestine et les passeurs qui exploitent la misère. C'est la lutte contre les narcotrafiquants qui, si je puis dire, la diffusent. C'est la lutte contre la criminalité organisée et les réseaux qui utilisent justement la complexité, les frontières pour, là aussi, il faut bien le dire, en tout cas, faire le pire. Là-dessus, coopération renforcée, sécurité, lutte contre tous ces réseaux. Mais à côté de ça, on a des artistes, des entrepreneurs, des étudiants, des familles qui ont leur vie en partage. Et donc, on doit permettre une fluidité plus grande. C'est toutes les innovations qu'on a commencé à faire et qu'on va poursuivre, qui permettent plus de souplesse dans les visas et qui permettent d'avoir une approche pour les femmes et les hommes qui font la richesse des deux rives. Une plus grande fluidité et une confiance. Et c'est ça la confiance de ce partenariat renouvelé. C'est qu'on travaille ensemble sur les mêmes objectifs et qu'on déploie ensemble les mêmes atouts. Et quand on parle de migration au sens générique, ce mot emporte des réalités qui n'ont rien à voir. Il y a d'un côté juste la circulation libre de femmes et d'hommes qui aiment ces deux pays, qui veulent qu'ils se développent et qui ont leur famille entre ces deux pays. Ça, on veut l'encourager parce que c'est gagnant-gagnant. Et de l'autre côté, il y a les gens qui utilisent les différences pour diffuser le crime. Ceux-là, on veut les combattre et c'est aussi gagnant-gagnant parce que ça affaiblit et le Maroc et la France. Voilà la stratégie. Ça paraît être du bon sens, mais c'est parfois compliqué à mettre en œuvre. Et dès qu'il n'y a plus de confiance, on pense que, en quelque sorte, durcir d'un côté réglerait l'autre. C'est faux. D'où le terme global, agenda global. Voilà. Monsieur le Président, il nous reste un dernier volet à aborder, c'est la question du Proche-Orient. Cela fait maintenant 1 an qu'une guerre ravage cette région du monde, une guerre qui aujourd'hui s'étend. Quel monde, selon vous, se dessine pour demain quand on voit que ne sont plus respectés ni le droit international, ni le droit humanitaire, ni les valeurs qui étaient au fondement de l'humanisme et qui étaient le socle du monde de l'après-guerre? Donc quel monde, selon vous, Monsieur le Président, se dessine pour demain? Quelle place encore pour la diplomatie? Et dans ce sens, êtes-vous le promoteur, comme le souverain marocain, de la solution à 2 États qui passe par la création d'un État palestinien? Et du coup, comment remettre sur la scène internationale à l'ordre du jour le processus de paix? Oui, je crois que nous sommes affinitaires, comme on dit. On a la même vision des choses. En quelque sorte, on voit, si je puis dire, les malheurs s'ajouter aux malheurs. Mais quand on regarde ce que vous avez décidé de faire au Maroc, on a une source d'espoir qui est inspirante. Et c'est pour ça que je m'exprimais aussi en ces termes au Parlement. Permettez-moi juste ce détour. Vous êtes dans un pays qui a son histoire, sa culture, sa religion, mais qui a dans son socle
de valeurs, y compris constitutionnelles, mis au cœur la tolérance, qui a assumé, pour un pays de culture arabo-musulmane, avec une telle importance du religieux et cette place toute particulière, évidemment, qu'a Sa Majesté le Roi, vous avez assumé de lutter contre l'antisémitisme. Et quelque part, c'est la plus belle démonstration qu'un modèle de tolérance est le meilleur antidote à la bêtise et à la haine. Depuis un peu plus d'1 an au Proche-Orient, il se passe exactement l'inverse. La cause de tout cela, c'est l'attaque terroriste du Hamas contre Israël et sa population. Nous l'avons condamné avec la plus grande force. La France y a perdu plusieurs dizaines de ses enfants. Et c'est inacceptable, inqualifiable, injustifiable. C'est ensuite les otages. Ils sont toujours là et nous voulons qu'ils soient libérés tous. Et nous avons reconnu le droit d'Israël à se défendre, ce qui est bien légitime, et lutter contre ce groupe terroriste. Mais nous avons aussi demandé à cette démocratie amie qu'est Israël de le faire en respectant les règles du droit international, le droit humanitaire. Et c'est pour ça que depuis maintenant 1 an, la France demande un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu pour libérer les otages, un cessez-le-feu pour acheminer l'aide humanitaire, un cessez-le-feu pour que la différence soit faite entre les terroristes et la population civile. Et sans relâche, nous le portons. Et c'est le même cessez-le-feu que nous demandons maintenant pour le sud Liban, parce que justement, je ne veux pas me résoudre à, en quelque sorte, une approche qui consisterait à dire que quand des groupes terroristes opèrent depuis un pays, on peut confondre avec toute la population civile. Mais la clé, vous l'avez dit, c'est véritablement la communauté de vues que nous avons avec Sa Majesté le Roi Mohammed VI, c'est la solution politique. C'est-à-dire celle qui permet la reconnaissance, celle qui permet de dire qu'il y a une juste aspiration du peuple israélien à être reconnu par ses voisins, à vivre en paix, en sécurité. Nous voulons que ce soit le cas. Il y a une juste aspiration du peuple palestinien à pouvoir avoir un État et vivre en sécurité, être reconnu dans cette région. Nous voulons que ce soit le cas. Il y a une juste aspiration du peuple libanais à vivre en paix, en sécurité, sa souveraineté étant respectée dans la région. Nous voulons que ce soit le cas. Et je pense que nous n'avons pas à choisir entre. Je crois même que ce cheminement politique est le seul qui rend chacun possible. Et c'est ce à quoi nous devons nous employer, et nous continuerons de nous employer. C'est parfois difficile, mais je pense surtout chaque jour, évidemment, aux victimes du 7 octobre, à leurs familles, aux familles d'otages, aux victimes à Gaza, aux victimes au sud Liban, et c'est pour eux aussi que nous devons essayer ensemble de bâtir cette paix. On arrive au terme de cet entretien. Monsieur le Président, merci beaucoup d'y avoir consacré du temps avec nous. Une petite question loin de la politique pour terminer. Vous avez passé 3 jours au Maroc. C'était dense, c'était émouvant. Il y a eu des moments très forts. Qu'est-ce que vous emportez du Maroc avec vous? Quels sont les moments qui vous ont peut-être le plus touché? C'est dur de dire ça parce que ça impose de choisir. Oui. Non, vous l'avez dit, c'était un agenda intense, très fort, avec beaucoup de gens croisés, de séquences différentes. Hier, le dîner avec Sa Majesté le Roi, les moments que nous avons passés ensemble avec aussi sa famille, et moments avec les parlementaires, avec les étudiants. Mais je dirais sans doute, est-ce l'accueil et les premiers instants, parce que je crois d'abord d'être accueilli sur le sol marocain par Sa Majesté le Roi avec sa famille était un geste qui m'a beaucoup touché, qui nous a beaucoup touché avec mon épouse et les membres de ma délégation. Et la forme d'évidence qu'il y avait dans ce moment. Et je dois dire, après, tout le long de la route, de voir la population qui était là. On vous a vu très heureux et très détendu. Oui, mais c'était très touchant. On a construit beaucoup de choses pour en arriver là. Et en disant ça, je me dis, il y a une forme de spontanéité, d'élan qui dit l'évidence de notre relation. Mais après, il y a tout ce qu'on va continuer à faire pour l'entretenir. Et donc, je pense voilà, aussi déjà à la suite. Mais ces moments étaient pour moi très, très touchants, parce qu'ils étaient de cœur à cœur et de visage à visage, si je puis dire. Voilà. Et donc, ça ne s'écrit pas.
Merci infiniment, Monsieur le Président, encore une fois, d'avoir été avec nous et d'être revenu avec nous sur cette visite. Merci encore. Merci de votre temps et je veux remercier vraiment, évidemment, Sa Majesté le roi Mohamed VI, mais l'ensemble des Marocaines et des Marocains. C'était très important pour nous. Je ne parle pas que pour moi, mais pour les Françaises, les Français. Cette visite, ces jours et tout ce qui s'ensuit. Voilà, donc merci. Merci à vous. Merci à vous tous et à vous toutes chez vous de nous avoir suivis.